Ils sont destinés à soulager. Appelés opioïdes, ces médicaments sont aussi puissants qu'addictifs. J'arrive à 32 comprimés par jour. Mais j'étais plus qu'une droguée. Des médicaments qui peuvent tuer par overdose. Comme les chanteurs américains Prince et Tom Petty, tous deux souffraient de la hanche. Aux États-Unis, les victimes se comptent par dizaines de milliers. L'épidémie n'épargne personne. Ça, c'est un comprimé d'oxycontin de 40 mg. Le médecin m'en a prescrit 2 fois par jour et il m'a dit que je ne sentirais plus rien. Et tu sais quoi? J'ai tout perdu avant la fin du flacon. Aujourd'hui, à cause de ce médicament, on compte plus d'un demi-million de morts. Alors comment une pilule qui était censée soulager la douleur s'est muée en arme de destruction massive? Remontons la piste ensemble jusqu'à la première gélule. Contexte et naissance de l'oxycontin. Nous sommes dans les années 1990, et en Amérique, la douleur chronique est sous-traitée. La morphine reste l'ultime recours. Elle est réservée au cancer et aux unités de soins palliatifs. Mais dans les couloirs de Purdue Pharma, les frères Sackler, eux, flairent un gisement. 97 millions d'Américains vivent avec un mal de dos, de ventre ou de tête que personne ne peut soulager vraiment. Richard Sackler prend alors la parole devant ses cadres. Nous allons transformer la souffrance en 5e constante vitale. Tant que quelqu'un respire, il pourra prendre notre médicament. La firme développe alors une version retard de l'oxycodone, un enrobage censé libérer la molécule sur 12 heures baptisé oxycontin. Les essais cliniques, 100 patients suivent 24 jours. Quant au risque de faible dépendance, il repose sur une lettre de 101 mots publiée en 1980 et décrivant 38 malades hospitalisés. Autrement dit, très peu. Mais malheureusement, la FDA, alors sous-dotée, valide. La pilule arrive en pharmacie en 1993 avec 2 slogans. Moins d'1% d'addiction et 2 prises par jour. Mécanisme d'action et dépendance. Sous la gélule, l'oxycodone se cache dans un maillage d'éthylcellulose. Une fois ingéré, l'enrobage se dissout lentement. Un premier pic sanguin à la 3e heure, plateau, puis descente supposée douce jusqu'à la 12e heure. Dans le cerveau, la molécule inonde les récepteurs mu-opiacés, la douleur s'éteint, une vague de dopamine réchauffe le noyau accumbens, le souffle se ralentit. Mais le corps, lui, n'est pas une horloge. Chez un patient sur 3, l'enrobage cède plus vite. Acidité gastrique, métabolisme, repas gras, le pic monte plus haut, la descente survient à la 8e heure à la place de la 12e, et quand la dopamine retombe, le cerveau frappe à la porte. Sueur, jambes d'argile, anxiété féroce. C'est ce qu'on appelle le craving. La seule issue immédiate, reprendre une pilule plus tôt ou augmenter le dosage. Résultat, plus la dose grimpe, plus la chute est brutale, plus l'addiction s'ancre. Le produit fabrique alors sa propre demande. Marketing, corruption de médecins et fabrique de la dépendance. Purdue Pharma l'a vite compris. Il faut un réseau de prescripteurs. 1000 visiteurs médicaux, BMW de fonction, hôtel 5 étoiles aux Bermudes. Script commercial en 3 promesses. Plus sûr que la morphine, 2 prises, moins d'1% de dépendance. On dépose alors sur chaque bureau un flacon starter de 30 comprimés. Si le patient revient avant 12 heures, le manuel interne est clair. Escalader la dose, pas la fréquence. Les conférences Pain Management transforment alors des généralistes épuisés en évangélistes de la pilule. On leur remet des stylos oxycontin, on finance leurs recherches, on paye leurs repas. Certains touchent jusqu'à 40 000 $ par an pour formation continue. Les ordonnances explosent de 670% en 5 ans. Aux États-Unis, les placards de cuisine se remplissent de flacons orange. Et chaque pilule vaut bientôt plus que l'or à la revente. Overdose, dérive et zombification de quartiers entiers. En 1999, 2600 Américains meurent d'overdose aux opioïdes. En 2004, c'est 13 000 morts et en 2008, 20 000. Dans l'Ohio, on recense plus de morts par pilule que par accident de voiture. Les mines ferment, les reins fatiguent, la douleur est partout, l'oxycontin aussi. Jennifer, infirmière de 30 ans, fracture lombaire. Dose initiale, 40 mg 2 fois par jour. 4 mois plus tard, elle écrase ses pilules pour les sniffer. 6 semaines encore, elle passe à l'héroïne moins chère. Les villes se divisent alors en quartiers zombies. Habitants hagards, bouche ouverte, nœuds bleus sur les bras, enfants qui grandissent entourés de seringues. À mesure que les ordonnances se tarissent, les trafiquants changent la poudre pour le fentanyl 50 fois plus puissant. L'Amérique perd alors une génération dans une brume d'euphorie et d'hypoventilation. Débat éthique, procès et impunité. En 2007, Purdue Pharma reconnaît une publicité mensongère et paye 634 millions de $. Mais les Sackler ne comparaissent pas.
En 2018, plus de 4000 collectivités locales portent plainte. L'entreprise se met en faillite et en 2025, l'accord final tombe. 7,4 milliards de dollars versés aux victimes, immunité civile pour les héritiers Sackler. La compensation moyenne s'élève à 13 000 dollars par décès, moins qu'une voiture d'occasion. Plusieurs questions se posent alors. Breveter la souffrance est-il légitime? La FDA, financée en partie par les laboratoires, peut-elle jouer les arbitres neutres? Les visiteurs médicaux, formés à flairer la vulnérabilité, sont-ils des vendeurs ou les premiers rouages d'une arme sanitaire? Quelle justice pour une famille quand un deal solde la mort d'un proche au prix d'un SUV? L'Amérique n'a toujours pas tranché. Entre 1999 et 2024, le CDC compte près de 570 000 morts par opioïdes. C'est plus qu'un Nagasaki et c'est l'équivalent d'une ville moyenne qui a disparu. Quoi qu'il en soit, toutes ces questions sont ouvertes et je t'encourage à me donner ton avis dans la section commentaires. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo durant laquelle on parlera de Joseph Mengele.